Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme à impact positif. Expérientiel est un podcast indépendant qui explore les leviers d'action nécessaires pour repenser le modèle actuel du tourisme et répondre aux défis futurs du secteur. Notre objectif est d'inspirer et de sensibiliser aux pratiques responsables dans le tourisme en partageant des exemples concrets de réussite et de défis à travers l'histoire de femmes et d'hommes visionnaires, engagés, qui partagent leurs recherches, leurs pratiques, leurs solutions, leurs doutes et leurs apprentissages. Ce sont de véritables passeurs d'expérience et de savoir. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer dans un lieu confortable et calme, et pourquoi pas en pleine nature, pour prendre le temps de découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue sur le deuxième épisode sous l'œil des chercheurs avec Caroline Leroy. Comment vas-tu, Caroline? Eh ben écoute, c'est toujours un immense plaisir de pouvoir discuter et de changer le monde par visio et par téléphone avec toi. Donc ravie pour cette deuxième session de Sous l'œil des chercheurs. Super. Et aujourd'hui, nous avons un invité, Alexandre Monin, qui a accepté de partager justement son point de vue sur cette transition dont tout le monde parle. Donc, bonjour Alexandre, bienvenue. Comment vas-tu? Bonjour à toutes et à tous, ça va très bien. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là. Super. Bah écoute, on a préparé une petite trame de questions. Caroline a lu ton livre. Moi, j'ai commencé à le lire. Voilà, j'ai lu des articles. Ça a l'air très intéressant. Ça va nous sortir un peu de notre zone de confort et c'est super, on en a besoin. Et donc, je vais passer la main à Caroline, qui va être le chef d'orchestre de cette interview. Eh ben merci François, merci pour cette petite intro aussi. Alexandre, on est ravis de t'écouter pour que tu nous parles un petit peu de tes travaux et puis aussi de profiter de ce podcast pour nous présenter l'ouvrage qui vient de sortir, Politiser le renoncement, que j'ai lu. J'avais déjà lu le premier et j'ai été assez rapidement emballée par les travaux que vous pouvez réaliser avec tes collègues de l'Origins Media Lab sur le renoncement et la redirection écologique. Donc, première question, Alexandre, est-ce que tu peux nous présenter justement dans les grandes lignes ce qu'il y a derrière ce concept de renoncement, de redirection écologique et aussi de commun négatif, concept que je trouve vraiment très intéressant et que vous abordez dans vos travaux? Oui, bien sûr. Merci encore pour cette invitation à le faire. Alors, c'est vrai que donc avec mes collègues Emmanuel Bonnet et Diego Andivar, on avait publié il y a tout petit peu plus de 2 ans, quasiment 2 ans jour pour jour en fait maintenant, un livre, Héritage et fermeture, qui présentait en fait de façon un peu théorique le programme de la redirection écologique. La redirection écologique, c'est quoi? Alors les gens qui nous écoutent vont peut-être se dire, mais pourquoi ajouter un autre terme? On parle de bifurcation, on parle de transition écologique, on parle de développement durable, on parle de RSE, de responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, on parle maintenant de critères ESG pour Environmental and Social Governance, la gouvernance sociale et environnementale, évidemment de développement durable, mais aussi parfois alors de croissance verte, on en parle quand même ça de moins en moins. Alors pourquoi ajouter finalement une nouvelle expression? Pourquoi ajouter de la confusion à un domaine qui est effectivement est assez confus pour les personnes qui ne le connaissent pas de près? Alors c'est pas pour le plaisir de faire son personal branding, d'ajouter comme ça sa propre marque à l'édifice. C'est plutôt parce que quelles que soient ces approches, et je vais pas rentrer évidemment dans le détail, elles ont toutes leurs spécificités, elles ont toutes leurs intérêts et ou leurs limites, et ça dépend desquelles, de quoi on parle. La transition écologique aussi, j'ai oublié de la mentionner. Quelles que soient les approches, on va dire que le constat sous-jacent, c'est qu'il faut essayer de verdir l'existant au maximum. Il faut essayer d'écologiser l'existant, voire parfois de le rendre plus efficient au plan technologique. Alors, on peut avoir différentes sensibilités justement, mais que dans tous les cas, on va essayer de retoucher l'existant plutôt que de fondamentalement le questionner, ou en tout cas de manière très directe.
Et du point de vue de la redirection écologique, on considère que pour maintenir des conditions d'habitabilité sur Terre, il ne suffira pas d'écologiser, d'optimiser, de rendre efficient, de verdir, qu'on ne pourra pas tout maintenir et que donc, par conséquent, il va falloir opérer des renoncements, des arbitrages, des fermetures, renoncer finalement à ce que l'on ne pourra pas ou qu'il ne faudra pas maintenir, à ce qu'il ne faut pas rendre viable d'une certaine manière, tout ce qui dégrade, menace les conditions d'habitabilité sur Terre et auxquelles nous ne sommes pas trop attachés aujourd'hui pour ne pas pouvoir y renoncer. Et donc, comment est-ce qu'on pose cette question des arbitrages? À quelles conditions? Comment est-ce qu'on la pose de manière juste? Comment est-ce qu'on élabore aussi des protocoles qui permettent notamment d'arbitrer de manière démocratique, anticipée et non brutale? C'est un peu les 3 critères que moi j'ai l'habitude de poser. C'est un petit peu ce qui est au cœur, je dirais, de nos travaux, de mes travaux aussi, puisque j'ai prolongé la réflexion le mois dernier en publiant un nouveau livre, Politiser le renoncement. Mais c'est ça vraiment l'enjeu qui est au cœur de la redirection écologique, mettre au premier plan cette question des arbitrages, parce que c'est pas facile, parce qu'on n'a pas forcément les savoir-faire, les dispositifs pour arbitrer, renoncer, ne pas faire, défaire également. Comme me le disait un responsable politique il y a quelques semaines à peine, personne n'a envie d'arbitrer. C'est-à-dire que c'est pas une position enviable d'être celui qui va arbitrer ou celui qui peut-être va faire en sorte, en tout cas, qu'on pose la question de l'arbitrage et donc derrière du renoncement. Donc c'est difficile et en plus on a un déficit, encore une fois, de connaissances et de pratiques en la matière. Donc la redirection écologique essaye tout simplement de pallier ce déficit de la manière la plus démocratique et la plus juste possible, en travaillant en fait sur des chantiers où d'ores et déjà l'anthropocène fait irruption. Donc on peut penser aux stations de ski qui sont confrontées à un avenir sans neige. On peut penser au recul du trait de côte. Qu'est-ce qu'on va faire de ces populations qu'il va falloir évacuer, déplacer? On peut penser aussi à tout un ensemble d'activités plus ou moins contestées. On songe, par exemple, au conflit autour aujourd'hui des méga-bassines comme exemple de maladaptation. Donc, voilà, est-ce que c'est le genre de choses qu'il faut laisser se développer ou au contraire il faut y renoncer? On peut songer aussi à des grands projets inutiles, donc certains ont été abandonnés. Notre-Dame-des-Landes, le terminal 4 de l'aéroport de Roissy, enfin voilà, on pourra aussi les multiplier. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces éléments? Et c'est aussi ce que j'appelle moi des communs négatifs, pour reprendre la question qui m'a été posée, à savoir que finalement nous héritons d'un certain nombre de réalités tangibles, infrastructurelles, techniques, mais aussi moins tangibles, des modèles d'affaires, modèles économiques, modèles de toutes sortes, modèles de conception, bref, qui ne sont pas forcément adaptés au maintien de l'habitabilité de la planète, mais qui sont là, dont nous dépendons. Et donc, toute la question que moi je pose dans mon dernier livre, c'est comment est-ce qu'on arrive à tracer une ligne de crête, finalement, qui n'est pas une position médiane, qui n'est pas une sorte de centrisme mou, même si le centrisme aujourd'hui il est de plus en plus extrême, qui est davantage finalement le fait de se tenir éloigné de 2 écueils, à savoir le fait de sortir d'un coup d'un seul de toutes nos dépendances à ce qu'on appelle parfois la technosphère, donc tout ce que nous avons bâti, et qui aujourd'hui est devenu absolument nécessaire pour le maintien d'une vie de 8 milliards d'habitants et d'habitantes sur Terre, qui en même temps n'est pas viable, qu'on ne peut pas maintenir tel quel, qu'on ne peut pas laisser grossir à moyen terme, sans quoi on va dégrader bien trop les conditions d'habitabilité de la Terre. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à, non pas en sortir d'un coup d'un seul, mais non pas le maintenir et le développer, mais détricoter progressivement justement nos dépendances vis-à-vis de ces communs négatifs, vis-à-vis de ces éléments qui ne sont pas durables, ou qui en tout cas qu'on ne doit pas rendre durables. Et ça peut être à la fois des éléments qui sont visiblement problématiques, ou des éléments qui, pour certains, sont des technologies d'avenir, ou des exemples d'adaptation qui, pour d'autres, sont au contraire des exemples de maladaptation et des technologies qui incarnent plutôt des futurs obsolètes plutôt qu'un avenir viable. Donc voilà, les communs négatifs, c'est une façon finalement d'interroger un petit peu tout ce qui nous entoure, tout ce dont on hérite, pour se poser la question de la trajectoire à donner à ces réalités-là, et puis poser la question aussi de savoir qui va s'en occuper, parce qu'il y a aussi des communs négatifs dont personne ne veut, des sols pollués, des rivières asséchées, des infrastructures en déshérence qui se multiplient et vont se multiplier au cours des prochaines années. Donc toute la question, c'est de savoir comment collectivement on prend soin de ces réalités-là, qui ne sont pas simplement des conséquences malheureuses de nos activités, mais en fait, plus vraisemblablement, des conditions de nos activités. Donc si on revoit la finalité de nos activités, c'est pour éviter éventuellement
de produire trop de communs négatifs ou de les maintenir, mais ceux qui sont déjà là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a pas que les voisins, les gens qui vivent à côté de communs négatifs qui doivent s'en occuper, sinon effectivement c'est une grande injustice. Donc voilà, comment est-ce qu'on arrive à aussi poser la question, ces questions-là, et donc ça veut dire derrière poser à nouveau des questions de justice qui sont au cœur effectivement des enjeux de la redirection écologique. C'est super intéressant. Merci beaucoup, Alexandre. Tu soulignes justement l'importance de cet arbitrage et moi j'en suis vraiment convaincue qu'il faut. Et d'ailleurs, dans mes propres travaux, je travaille sur les enjeux de nouvelle gouvernance adaptative et de conciliation et concertation avec les parties prenantes, parce qu'aujourd'hui il y a cette question, d'autant plus avec l'actualité de la valeur de la démocratie aujourd'hui, justement dans les travaux sur le renoncement, donc dans ce que vous appelez protocole de renoncement, vous dissociez aussi différents types de renoncement, donc vous soulignez l'importance qu'il soit le plus possible anticipé, c'est-à-dire non subi, démocratique et non brutal. Avec le paradoxe à côté de ça, on voit qu'aujourd'hui avec l'urgence climatique, on peut souligner comme cette lenteur du passage à l'action. Donc comment anticiper de manière démocratique et non brutale quelque chose qui va être un non-renoncement va être brutal. Moi, je voulais aussi t'entendre évoquer là-dessus pour aussi tous les protocoles de renoncement et la méthodologie que vous avez mis en place. Et après, je reviendrai aussi sur la fresque du renoncement et le lien à l'attachement que je trouve aussi intéressant pour concrétiser vos idées. Mais première question, voilà, comment on fait en sorte que le renoncement soit anticipé, démocratique et non brutal dans le contexte dans lequel on vit actuellement, sans parler de tourisme? Bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, un des enjeux de la redirection écologique, c'est effectivement de poser la question de la fermeture, du renoncement, du démantèlement dans certains cas, etc. Mais ça n'est pas une réponse automatique. Dans certains cas, on va se rendre compte que non, il ne faut pas renoncer, il faut maintenir un certain nombre de choses, et ça peut faire partie justement des enjeux de justice, d'en maintenir certains, parce que c'est très utile pour des populations qui sont des populations vulnérabilisées. Donc je précise tout de suite que le renoncement, c'est pas un geste viriliste, c'est pas un geste validiste, c'est pas voilà, c'est au contraire tout à fait éloigné de ça. Prendre au sérieux la question du renoncement, c'est prendre au sérieux aussi les écueils auxquels il pourrait nous amener à nous confronter, et donc poser de manière sous-jacente la question aussi, à l'inverse, de ce que l'on veut maintenir, parce que on considère que c'est extrêmement important par ailleurs. Et ça fait partie toujours de cet enjeu des arbitrages. Alors, quand on parle de renoncement, je dirais qu'il y a deux types de renoncement. Ça, c'est un petit peu issu de ma pratique, puisque on écrit des livres personnellement ou avec mes collègues et eux de leur côté, mais on a aussi une pratique d'enquête sur des terrains de redirection écologique, des chantiers concrets sur lesquels on travaille notamment avec nos étudiants et étudiantes de la formation que je dirige aujourd'hui, le Master of Science Stratégie et Design pour l'Anthropocène, porté par l'ESC Clermont et Stratécole de Design à Lyon. En fait, il y a des renoncements qui s'imposent, voilà, pour des raisons physiques, pour des raisons juridiques. On sait qu'on va pas y couper. Et donc on est un peu rattrapé par la nécessité d'arrêter de faire un certain nombre de choses. Donc très clairement, dans l'exemple du ski, on va devoir renoncer à certaines activités, on va devoir renoncer à certains modèles économiques, parce que ça se pose comme ça, mais on peut prendre plein d'autres exemples. Ça, c'est un exemple d'organisation sentinelle, comme le disent mes collègues Emmanuel et Diego, qui est intéressant à ce titre, mais qui n'est pas du tout un exemple isolé. Et puis, il y a aussi d'autres exemples où on sait qu'il va falloir anticiper le renoncement, et ça, c'est pas forcément simple non plus, parce qu'on ne fait pas face à un mur physique ou juridique. On ne nous dit pas en 2035-2036, fin des moteurs thermiques, donc de toute manière, vous arrêtez, c'est comme ça, il y a une réglementation qui s'impose. Là, on est dans un cas où on se dit, il faut anticiper effectivement un certain nombre d'arrêts, de fermetures, de renoncements, pour éviter de dégrader davantage la situation. Et ça, c'est plus difficile, parce qu'il y a une notion effectivement d'anticipation, il y a une notion d'anticiper la contrainte également, qui est pas évidente. On a tendance les autorités, les institutions ont tendance à laisser plutôt filer le temps, à prendre des délais finalement pour ne pas agir, alors qu'il faudrait le faire. Donc un exemple qui peut l'illustrer, c'est l'exemple du zéro artificialisation nette, cette idée que il faut éviter d'artificialiser tous les sols, parce que si on artificialise
artificialise tout, on va mourir, hein, très clairement. Nos conditions de subsistance ne le permettent pas. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à mettre en place des mécanismes pour éviter justement de rencontrer ce mur physique de l'artificialisation totale, parce que ça signerait finalement notre arrêt de mort. Pour éviter l'artificialisation, il existe donc des mécanismes qui sont mis en place, c'est le fameux ZAN, mais c'est très mal vécu, parce que ça suppose de changer complètement les modes d'aménagement, l'économie des territoires, l'économie de la construction, etc., etc. Et qu'on n'a pas forcément opéré la bascule qui permet effectivement de vivre, comme le disent certains, un ZAN heureux, si je puis dire, parce qu'on a une commande là-dessus cette année, un chantier qu'on a ouvert sur cette question. Et donc voilà, on a moins d'exemples d'anticipation de renoncement. Par contre, ce qui illustre l'écueil et le risque à ne pas justement anticiper, c'est un exemple sur lequel je reviens en ouverture de mon livre Politiser le renoncement. C'est l'exemple de la crise de l'azote aux Pays-Bas, dont on a assez peu parlé en France. Il y a quelques articles, mais on n'a pas vraiment mis de focale là-dessus, alors que c'est une crise extrêmement riche en conséquences et extrêmement riche aussi pour analyser la situation dans d'autres pays. Je le résume très vite, mais la crise de l'azote, c'est une crise liée au fait que les Pays-Bas sont le deuxième exportateur agricole au monde, après les États-Unis, pour une superficie de 0,42% du territoire américain. Donc, on imagine que l'agriculture qui s'y déploie est une agriculture extrêmement intensive, basée sur des procédures techniques, etc., etc. Mais c'est un vrai succès de ce point de vue-là, mais qui pose un certain nombre de problèmes puisque les rejets d'azote ont explosé sur ce petit territoire. Et en fait, pour le dire très vite, l'État néerlandais avait mis en place un mécanisme visant à délivrer des permis de polluer, notamment aux éleveurs, aux agriculteurs et à d'autres activités en réalité. Et en fait, ce mécanisme a été retoqué par une fondation et une ONG locale qui ont attaqué l'État néerlandais en justice, qu'on s'est dit l'équivalent du Conseil d'État des Pays-Bas, qui lui-même en a référé à la Cour de justice européenne, et notamment parce que les zones Natura 2000 étaient affectées par des rejets d'azote trop importants. Et la Cour européenne de justice a déclaré que le mécanisme mis en place par le gouvernement, qui consistait simplement à s'engager, continuer à polluer, mais à s'engager à l'avenir à moins le faire, ça n'engageait pas à grand-chose, n'était pas effectivement un mécanisme juridique qui allait permettre de résoudre le problème. Et donc, les permis de polluer ont été suspendus, et donc du jour au lendemain, énormément d'activités aux Pays-Bas se sont arrêtées, notamment les activités de construction, voilà. Tant et si bien, par exemple, que le gouvernement a baissé la vitesse sur les autoroutes de 130 à 100 km/h pour que le gain en termes de rejet d'azote puisse être réinvesti pour débloquer le secteur de la construction qui était autrement paralysé. Donc on était vraiment dans une espèce d'économie à flux tendu. Et en fait, le gouvernement des Pays-Bas a annoncé en 2022, mais les mesures ont commencé à être anticipées à partir de 2019, un plan d'action qui prévoit grosso modo de diminuer par deux, de 30 à 50%, mais plutôt 50%, le cheptel sur place en 2030, donc c'est demain, et qui prévoit l'expropriation, la transformation en profondeur de 60% des exploitations agricoles. 30% expropriées, 30% transformées de l'exploitation intensive à des exploitations extensives, ce qui peut aussi parfois, j'imagine, se traduire par des formes d'expropriation ou de reprise par des gens qui vont justement s'y coller. Et bon, entre autres mesures, puisque ça c'est que dans le secteur agricole, mais c'est déjà une révolution, un tremblement de terre en l'occurrence. Et en fait, pourquoi des mesures aussi brutales ? Bien parce que le gouvernement a tardé à agir, ayant tardé justement à opérer les arbitrages qui étaient nécessaires. Eh bien, le gouvernement libéral-conservateur, par ailleurs, c'est pas un gouvernement écolo particulièrement, se retrouve acculé et obligé à prendre des mesures extrêmement drastiques, ce qui, en retour, entraîne des réactions très très fortes, notamment des éleveurs, les agriculteurs localement, et a plongé depuis quelques années le pays dans véritablement une crise politique sans précédent. C'est vraiment un pays qui a été complètement renversé, on va dire, par cette nécessité d'arbitrer et le fait de refuser finalement d'anticiper ce qui a confronté derrière le gouvernement à la crise politique qu'il connaît aujourd'hui. Donc c'est un avertissement aussi pour l'avenir et pour d'autres pays, parce que ce qui se passe aux Pays-Bas pourrait arriver chez nous, pourquoi pas, par exemple en Bretagne ou aux États-Unis aussi. On regarde ce qui se passe aux Pays-Bas. Enfin voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est riche d'instructions pour l'avenir.
Bah, dans ce que tu me dis, moi je vois aussi, je sais pas comment tu le vis avec les projets très opérationnels parce que aussi il y a, je trouve, dans vos travaux, bah, je sais pas si vous inscrivez dans des dispositifs de recherche-action ou recherche-intervention, mais en tout cas des travaux scientifiques qui se veulent très pratico-pratiques et qui répondent aussi aux réalités du terrain. Justement, par rapport à cette mauvaise anticipation et maladaptation avec les conséquences, et tu donnais l'exemple de l'azote qui est un bon exemple en effet, tu vois pas parfois avec certains décideurs avant de commencer à aborder la question du tourisme une forme de dissonance justement de la part de certains décideurs qui vont refuser bah d'accepter parce qu'en fait moi aussi dans vos travaux je vois il y a cette notion de qui est responsable de ces conséquences et puis ça fait écho aussi à cette notion de bien commun ou de commun négatif et comment est-ce que tu perçois cette dissonance partielle, notamment des décideurs, ce refus en fait qu'on peut voir et je sais que le tourisme est un très bon exemple de tout ça. On veut continuer, on a conscience qu'on va trop loin, mais on est dans un refus d'anticiper un éventuel renoncement, une redirection. Comment est-ce que tu vois ça dans les travaux que tu peux mener avec tes collègues de l'Origins Media Lab? Alors sur le premier point, effectivement, c'est peut-être moins le cas de la recherche-action qu'on mobilise, mais en tout cas de la sociologie et l'enquête pragmatiste, où effectivement on enquête avec les personnes qui sont impliquées. La posture de l'enquête est extrêmement importante pour nous, notamment parce que les réponses aujourd'hui aux questions qu'on pose n'existent pas forcément et qu'il faut les inventer avec les personnes qui sont confrontées à un certain nombre de situations, notamment au caractère non viable de leurs activités ou d'activités dont ils ou elles dépendent économiquement. Alors, on peut rencontrer ce type de réaction. Je dirais que ça n'a rien de surprenant dans la mesure où, de mon point de vue, les politiques publiques ne sont pas seulement anti-écologiques, même si on en a des exemples au quotidien, mais elles sont en fait plutôt contradictoires. C'est-à-dire qu'on va à la fois avoir des mesures anti-écologiques qui vont être prises pour abaisser les normes, pour mettre en pause ou appeler à mettre en pause la réglementation écologique au niveau européen, etc., etc. Et d'un autre côté, des mesures de fond qui continuent à être prises, notamment en lien, par exemple, avec la stratégie nationale bas carbone, avec les accords de Paris. Enfin, il faudrait aller un peu plus en détail pour décliner tout ça, mais on a quand même aussi des mesures de fond pour aller, j'allais dire, entre guillemets, dans le bon sens, ou en tout cas prendre des mesures fortes parfois d'atténuation et d'adaptation. Et donc tout ça est illisible, à la fois, je pense, pour le citoyen et pour la collectivité, puisque derrière, on n'aboutit pas à un modèle cohérent en termes de fonctionnement, mais à quelque chose de tout à fait incohérent. On maintient des formes de néolibéralisme à un endroit, on écologise un petit peu à d'autres endroits parce qu'il faut bien le faire, qu'il y a une pression internationale aussi pour le faire. Et donc tout ça n'est pas vraiment lisible. Et donc c'est pas étonnant derrière que des décideurs, décideuses politiques soient un petit peu pris au dépourvu. C'est d'autant moins surprenant que si on explique qu'il faut aujourd'hui rompre avec les pratiques actuelles, que devient un territoire de montagne? Aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Il y a des territoires qui se posent la question. Je pense à Métabier, je pense à Chastret dans le Sancy, sur lequel et avec lequel travaille mon collègue Emmanuel Bonnet. Donc, ce sont des territoires pionniers pour imaginer un avenir différent de celui qui est attaché à la neige, au sport de montagne, etc., etc. Mais très clairement, les réponses aujourd'hui font défaut. Donc c'est compliqué également pour cette raison d'opérer ces bascules, d'opérer ces bifurcations, d'opérer ces redirections, même si c'est très très nécessaire, parce que les modèles vers lesquels il faut tendre ne sont pas des modèles qui sont disponibles clé en main. Il faut les fabriquer, il faut les construire. Donc tout l'effort, c'est justement celui-ci. Donc l'enjeu, c'est pas uniquement de regarder de manière silotée dans tous les secteurs où est-ce qu'il faut opérer des redirections et d'essayer d'opérer les redirections du début à la fin, mais c'est plutôt de regarder dans différents secteurs qu'en fait, tous les secteurs qu'on peut imaginer aujourd'hui sont et vont être confrontés et de plus en plus à des redirections nécessaires et de tirer les leçons pour fabriquer des modèles alternatifs, mais en croisant toutes ces expériences. Donc pas en regardant simplement, par exemple, le domaine du tourisme ou l'agriculture ou de ceci ou de cela, mais en croisant tous les domaines parce que on expérimente en fait un petit peu à tous les niveaux et qu'on a besoin de ces différentes expériences pour finalement imaginer ce que pourrait être un petit peu une sorte de modèle d'une redirection réussie.
l'exemple aux Pays-Bas n'est pas un exemple de modèle de redirection réussi, c'est un exemple de redirection, pas forcément non brutale, pas forcément anticipée, pas forcément très démocratique, mais c'est quand même un exemple de redirection qui s'impose. Maintenant, il faut faire mieux. Et donc voilà, il faut croiser tous ces exemples-là. Et nous, on a des chantiers vraiment dans des secteurs extrêmement différents, où à chaque fois, on peut avancer sur une partie de ce qu'il faudrait faire pour avoir véritablement l'exemple d'une redirection réussie. Et c'est en croisant tout ça que demain, on va peut-être pouvoir faire justement émerger ce que pourrait être ce fameux modèle de redirection, et qu'on va aussi pouvoir travailler à des alternatives pour l'avenir qui, encore une fois, n'existent pas aujourd'hui. Et donc, quand on doit convaincre des gens qu'il faut changer complètement de paradigme, de manière de fonctionner, mais que c'est une espèce de saut dans l'inconnu, on comprend aussi qu'il puisse y avoir des réactions. Mais ce trouble fait aussi partie du travail qu'on fait, parce que aujourd'hui, on peut pas en faire l'économie. Donc, il faut aussi accompagner dans ce trouble-là pour le dépasser et pour aller justement vers des redirections réussies. Très intéressant ce que tu dis, Alexandre. Tirer des leçons en croisant justement tous les domaines pour une redirection écologique. Comment faire évoluer ces modes de pensée et s'ouvrir sur les autres et croiser ça. Comment on initie ce changement? Alors l'angle que nous on prend, c'est de travailler sur les attachements. C'est sans doute une manière de répondre à cette question. C'est-à-dire que si on pose la question des arbitrages, et notamment sur le critère que j'appelle le critère de la non-brutalité, c'est-à-dire comment est-ce on opère des arbitrages qui soient le moins brutal possible. Quand on dit aux gens, dans 8 ans, on vous exproprie, et imaginons que vous soyez éleveur de père en fils depuis des générations, on vous explique qu'on va vous exproprier parce que en fait, c'est plus subtil que ça. Si vous êtes à côté d'une zone Natura 2000, on peut vous demander de diminuer vos rejets d'azote de 95%, ce qui équivaut quand même à une expropriation. Effectivement, on comprend que ça puisse être mal vécu. Et donc, quand on est attaché à des infrastructures, à des des modalités de subsistance qui vont être détricotées, qui vont être démantelées peut-être dans les années à venir, si on vit, je sais pas moi, du ski ou d'autres choses, effectivement, ça peut être mal vécu. Donc, toute la question, c'est de regarder quels sont les attachements qui lient les personnes à des modèles, à des infrastructures, à des activités qu'on ne pourra pas ou qu'il ne faudra pas maintenir demain. Et donc, une fois qu'on a cartographié ces attachements avec ces personnes, vient le temps où on peut finalement regarder à quelles conditions on peut opérer ce que j'appelle moi des désattachements, enfin, pas de détachement parce qu'il y a un petit côté bouddhiste zen, mais de désattachement très concrètement, en impliquant encore une fois les personnes et en leur proposant derrière de se réattacher à autre chose. Il ne s'agit pas simplement de dire on va couper vos attachements, parce que les personnes c'est un peu comme des, faut pas l'entendre mal, mais comme des marionnettes. Si on coupe les fils, la marionnette s'effondre. Et ben, les êtres humains sont aussi des créatures d'attachement. Sans attachement, on peut éventuellement que survivre, mais pas forcément vivre. Et donc, comment est-ce qu'on leur offre la possibilité de se réattacher à autre chose? Donc, c'est ça aussi le travail qu'il faut faire, c'est d'aller sur place, d'aller sur le terrain, comprendre la nature très intriquée des attachements, et ce qui est d'autant plus difficile que les attachements ne sont pas forcément tout le temps visibles. Alors, je précise tout de suite que quand je dis attachement, je l'entends non pas au sens de la psychologie des attachements, mais d'une certaine sociologie des attachements. Je pense notamment aux travaux d'Antoine Aignon, de Michel Callon, de feu Bruno Latour, qui ont travaillé sur cette question des attachements, essayer d'en faire vraiment un concept important. Et comme le dit Antoine Aignon, un attachement, c'est finalement ce à quoi on tient et ce qui nous tient. Donc, c'est pas attachement ou dépendance. L'attachement, c'est les deux. Il y a des attachements qui sont subis, il y a des attachements qui sont pénibles, il y a des attachements qui sont lourds. Mais en même temps, voilà, si on prend l'exemple de la crise des gilets jaunes, je suis gilet jaune et je dois prendre ma voiture 2 heures par jour pour aller travailler et c'est pénible, mais je suis obligé de faire ça pour subsister. Et ben, c'est un attachement qui n'est pas forcément agréable, qui peut être tout ce qu'il y a de plus pesant. Mais en même temps, si cet attachement-là est menacé, ça peut engendrer derrière, évidemment, une réaction forte parce que ce sont aussi mes modalités de subsistance qui sont mises en cause. Donc déjà comprendre la nature des attachements, ça ne peut pas se faire sans les personnes qui sont concernées parce qu'elles sont elles-mêmes experts et expertes de leurs propres attachements, donc il faut les associer, c'est vraiment une co-enquête. Et ce qui est difficile également, c'est que les attachements, on n'en a pas forcément une comptabilité constante. C'est ce que dit Antoine Aignon, un passage que je cite d'un de ses articles dans le livre, dans Politiser le renoncement. On n'a pas de comptabilité en temps réel des attachements. C'est aussi dans l'épreuve
qu'on prend conscience de ce que sont nos attachements. Et c'est là qu'il peut y avoir une vraie difficulté à anticiper, puisque avant d'être dans l'épreuve, avant d'être finalement confronté à une crise, on ne sait pas forcément quelle est la nature des attachements qui nous lient à ce qui nous environne. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à susciter finalement cette compréhension autour des attachements en anticipant, c'est-à-dire en anticipant les crises, en dehors des crises, comment est-ce qu'on arrive finalement à mettre les gens en situation de faire ressortir leurs attachements en simulant presque les épreuves qui sont les épreuves à venir. Et là, il y a un vrai travail qui est un travail où j'ai pas de réponse, hein, mais c'est un chantier qu'il faut ouvrir, qu'on a commencé à ouvrir avec notamment certains de nos étudiants. Donc voilà, c'est je dirais en revenant sur les attachements qu'on peut comprendre ce qui se joue sur le terrain et on peut pas du tout en faire l'impasse. On peut pas chanter cette partie-là. On peut pas simplement opérer des raisonnements qui sont des raisonnements théoriques ou des raisonnements très macro. Il faut articuler évidemment cette compréhension du terrain avec d'autres échelles, d'autres dimensions, mais on ne peut pas du tout en faire l'économie. C'est très intéressant, puis ça me permet de rebondir sur un outil que vous avez développé au sein de ton labo, l'Origins Media Lab, qui est la fresque du renoncement que j'ai eu l'occasion de tester auprès de mes collègues de Betterfly Tourisme. Et on avait pris l'exemple des piscines dans les campings à côté du littoral, piscines chauffées. Donc on est allé vraiment sur quelque chose de très très spécifique. Alors déjà, j'en profite pour de la part de mes collègues, on a vraiment apprécié ce temps-là de réflexion et d'intelligence collective, très pratico-pratique, et je l'avais déjà testé avec toi dans un autre événement sur Toulouse, de choisir un sujet, de décrire les activités qu'il y a derrière ce sujet qui permet d'évoquer justement cet attachement et anticiper le renoncement, et avec voilà différents exercices, étapes dans cette fresque, avec voilà l'arbre des causes, la chaîne d'approvisionnement des savoir-faire nécessaires pour construire ce bien ou ce service, du matériel nécessaire aussi, et après de voir les usages de ce bien ou de ce service. On a trouvé ça hyper intéressant de se questionner en effet sur pourquoi on s'attache à avoir aujourd'hui des piscines chauffées à côté de la mer. C'était une question qu'on se posait quand on parle de transition, quand on parle de raréfaction de l'eau. Pourquoi on est attaché à cette piscine? Donc on a essayé de se mettre à la place de clientèle. Que c'est rassurant quand les parents ont des enfants en bas âge d'être plutôt dans une piscine que de se baigner dans la mer, je veux dire. Voilà, on avait listé pas mal de choses, et du coup on a pu trouver des alternatives, soit des alternatives pour relocaliser certains savoir-faire en local ou certains matériaux en local aussi. Et puis après, de proposer aussi des réajustements. Bon, est-ce que c'est demain, ça sera peut-être pas une piscine, ça sera peut-être un pataugeoire. Voilà. Bon. En tout cas, on a beaucoup apprécié de tester cette fresque, et moi, j'aimerais vraiment pouvoir la proposer parce que là, ça me permet de faire écho à la thématique du tourisme. Voilà, d'accepter aujourd'hui l'héritage du tourisme, pour reprendre tes concepts, comme un commun négatif. On parle aujourd'hui de tourisme durable, et moi qui travaille sur la mesure, quand tu regardes la définition du tourisme, c'est le développement durable appliqué au tourisme. Quand on n'a pas les outils de prise en compte des effets sur l'environnement ou sur les populations locales, comment on peut dire qu'on fait du tourisme durable quand il n'y a pas de projection à plus de 5 ans? Comment est-ce qu'on peut dire aussi qu'on réfléchit aux générations à venir? Moi, c'est des questions que je me pose. C'est quoi ton regard justement par rapport à, même si tu as dit que l'intérêt n'était pas de partir par approche sectorielle, mais voilà. Comment est-ce que tu considères le tourisme en lien avec tes concepts justement de commun négatif, de ruines ruineuses, si tu peux nous parler des ruines ruineuses que tu évoques dans le premier ouvrage? Oui, bien sûr. Alors effectivement, quand je parle de commun négatif, j'essaie de proposer une typologie et je distingue ce que j'appelle des ruines ruinées, c'est-à-dire des ruines qui ressemblent à des ruines et qui font écho très largement à ce à quoi on peut s'attendre lorsqu'on a en tête une esthétique de l'anthropocène. Si vous cherchez le mot anthropocène sur votre moteur de recherche préféré, ce qui va ressortir, ce sont des mines à ciel ouvert, des vestiges de destruction passée, des choses comme ça, qui semblent effectivement un peu des ruines d'activités passées, d'activités extractives, d'activités qui sont problématiques aujourd'hui, mais qui sont un peu des ruines désactivées.
La question peut se poser, elles sont plus ou moins désactivées. S'ils sont des sols pollués, s'il reste des choses qui sont problématiques, s'ils sont par exemple des puits de pétrole, il reste quand même du pétrole, qu'est-ce qu'on en fait? On le laisse sous terre, mais voilà, il y a l'aspect infrastructurel, mais pas seulement. Et donc il y a un aspect un peu ruineux, un peu problématique qui peut demeurer malgré tout. Mais il m'a semblé qu'il fallait aussi problématiser autrement la notion de ruine et pas se contenter finalement de quelque chose qui a l'apparence d'une ruine, mais de se poser la question du caractère ruineux de certaines de nos activités ou de certaines de nos technologies ou de certains de nos dispositifs ou de certaines de nos infrastructures en tant que ces éléments fonctionnent. C'est-à-dire quelque chose qui soit ruineux en fonctionnement. Donc pas ruineux au sens parce que c'est une ruine, que c'est à l'abandon, que c'est problématique, etc. Mais ruineux en tant que on peut avoir une vision d'un objet qui témoigne de l'avenir, dans lequel voilà, qu'on investit, mais en même temps on se rend compte que son fonctionnement est très coûteux, que cet objet, ce dispositif n'est pas soutenable ou ne devrait pas, en tout cas, être durable éventuellement, et que donc il faut interroger sa trajectoire. Un exemple que je peux mentionner, c'est celui du smartphone. Avoir des smartphones qui sont remplacés tous les 2 ans, là on est sur même pas de la durabilité faible, on est sur ce que mon collègue José Alloy appelle des technologies zombies, c'est-à-dire des éléments qui sont déjà morts parce que ça s'appuie sur des ressources non renouvelables et donc à terme, à très long terme, on ne pourra pas en produire autant qu'on veut. Et puis, des éléments qui n'arrivent pas à mourir parce que les déchets du numérique, les déchets des smartphones, sont des déchets qui ne rentrent pas dans les grands cycles biogéochimiques. Donc, ils sont aussi des zombies, en ce sens, déjà morts et qui n'arrivent pas à mourir. Par contre, le déchet, lui, est très durable, mais malheureusement. Mais on peut prendre un exemple peut-être de quelque chose qui a une valeur d'usage bien moindre que le smartphone aujourd'hui, parce qu'on pourra avoir plein de débats sur le smartphone tout à fait intéressants, mais pour le coup, il y a des attachements qui sont de plus en plus forts. Par exemple, le smartphone, c'est aussi la maison des personnes qui sont des réfugiés, qui va contenir leur identité, leur capacité à échanger, à discuter, etc. Donc, faut bien aussi mesurer justement tous ces attachements, y compris avec des populations vulnérabilisées et pas uniquement de notre point de vue. Mais on peut prendre un exemple là qui peut, à mon avis, faire consensus, en tout cas qui devrait faire consensus. Et là, je m'engage un petit peu, j'évite habituellement. C'est l'exemple des SUV qui n'ont aucune justification, quelle qu'elle soit. Voilà, ça c'est quelque chose qui n'a aucun sens. Même les amateurs de voitures n'aiment pas les SUV parce que c'est de la très mauvaise automobile par ailleurs. Donc des éléments qui en fonctionnement sont effectivement extrêmement ruineux du fait, là en l'occurrence pour les SUV, des émissions qu'ils produisent, du coût là encore à les produire, de leur manque de durabilité, et puis du fait que si on électrifie demain des SUV, on va pas pouvoir électrifier autant de choses qu'il le faudrait, et donc ça va nuire très largement à la décarbonation, qui n'est pas suffisante, mais qui est un élément nécessaire. Donc voilà, c'est d'ouvrir la question de, en fait, la trajectoire de ces réalités-là, et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il y en a certaines qu'on juge comme étant des communs négatifs, et non pas des éléments qui sont des éléments d'avenir. Et sans doute d'ailleurs que dans l'exemple des SUV, j'y reviens, mais c'est d'ores et déjà appréhendé d'une certaine manière comme un commun négatif parce que les constructeurs, voyant que l'automobile a de moins en moins d'avenir, ce qui est sans doute vrai, mais tendanciellement, je ne dis pas que ça va disparaître du jour au lendemain, se font de la marge avec les SUV. Et c'est justement parce que l'automobile a de moins en moins d'avenir qu'on vend de plus en plus de SUV. C'est aussi le symptôme de ça. Ce qui est un paradoxe un petit peu problématique vu les temps que nous vivons. Donc comment est-ce qu'on arrive à s'emparer collectivement d'un certain nombre de réalités comme celles que j'ai mentionnées, mais il y en a évidemment bien d'autres, pour leur donner justement une autre trajectoire. C'est ça la question des communs négatifs. Alors pour revenir sur l'exemple du tourisme, effectivement, c'est un exemple qui est très intéressant puisque là, on va hériter d'autres communs négatifs, j'allais dire, dans notre mode d'organisation, qui sont par exemple pour les territoires qui vivent du tourisme, la question de l'attractivité. Qui est un élément très important aujourd'hui, et finalement les territoires se doivent d'être attractifs, sont en concurrence les uns avec les autres. Or, cette course à l'attractivité, tendanciellement, là encore, elle a de moins en moins de sens parce que les déplacements vont se tarir, parce que les activités qui les motivent vont aussi sans doute s'amoindrir au fil du temps, ou les infrastructures qui les permettent de même. Et donc, il y a sans doute un intérêt à enquêter justement sur
une sortie soit de ces infrastructures, soit de certaines dépendances, comme j'indiquais tout à l'heure, la dépendance à la neige, sans forcément qu'on sache vers quoi on va. Et la réponse automatique, justement, ne peut pas être la réponse que donnerait un étudiant, et j'ai testé de première année d'école de commerce, à savoir tourisme 4 saisons ou diversification touristique. Notamment à Métabies, ils ont fait le constat que ça ne suffirait pas. Et donc, il fallait aller au-delà de ces réponses, de ce prêt-à-penser, en tout cas de ces réponses toutes faites. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à envisager la suite? Comment est-ce qu'on produit une réponse à cette question? C'est un petit peu dans quoi Métabier, Chastret se sont engagés, qui pour le coup sont des réponses qui vont bénéficier potentiellement à toutes les collectivités. C'est-à-dire que l'erreur, ce serait de se dire, eux, ils sortent du ski, ils sortent de telle activité, donc on va récupérer d'une certaine manière leurs clients, donc on va être plus attractif, alors que tendanciellement, tout le monde est en train de se noyer, c'est se réjouir du fait qu'il reste une bouée de sauvetage pour un acteur qui arrive comme ça à surnager. Non, il faut comprendre que ces questions vont affecter l'ensemble des territoires et que donc on aurait besoin de retrouver des réponses collectives et non pas des réponses qui passent par la mise en concurrence de tous ces acteurs. Parce qu'au final, si cette mise en concurrence fait qu'il y en a un ou deux qui sortent le nez de l'eau et qui arrivent à surnager, mais tous les autres qui ne s'en sortent pas, effectivement, ce ne sont pas de bonnes réponses. Donc, là aussi, on est obligé de recréer du collectif et d'une certaine manière, en s'engageant aux côtés de territoires qui envisagent la suite, et j'ai pris ces deux exemples, Métabier, Chastret, on pourrait sans doute en imaginer d'autres, on est en train de produire des réponses pour l'ensemble des territoires. Voilà, c'est ça qui est important et pour permettre aussi aux collectivités de sortir de ce paradigme de la mise en concurrence généralisée qui est celui de l'attractivité, qui est un autre commun négatif d'une certaine manière, dont elles héritent. Non, voilà, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est vraiment ce côté lien à l'attachement, parce que c'est des questions qu'on se pose au niveau du tourisme, parce qu'il y a certaines aberrations, malgré l'engagement grandissant des acteurs dans leur transition. Bon, des fois, c'est un petit peu paradoxal. J'ai eu mon coup de gueule il y a 2 semaines, un parmi tant d'autres de mes coups de gueule sur les réseaux sociaux, avec l'Office de tourisme de Hong Kong qui offre 500 000 billets d'avion depuis au départ de n'importe où. Hein, c'était pas forcément des aéroports de proximité. Et nous, au niveau français, on essaye on se casse la tête pour travailler sur le dernier kilomètre de manière en mobilité décarbonée. Donc c'est vrai que c'est assez paradoxal et c'est assez rageant en tout cas de mon côté. Moi, je voulais te questionner par rapport à cette notion de le côté arbitrage et d'accepter justement si cet héritage il est positif ou pas. Comment on peut concevoir de manière démocratique une stratégie de renoncement ou de redirection de manière démocratique, sachant que dans notre cas du tourisme, est-ce qu'on parle de besoin vital? Est-ce que le tourisme est un besoin vital? C'est un besoin, hein, mais qui n'est pas primaire, parce que c'est aussi beaucoup de choses qu'on va aborder dans les concepts de décroissance, de redirection écologique, de sobriété. C'est ce côté satisfaction des besoins. Comment est-ce que toi tu peux voir ça, Alexandre, dans le cas du tourisme, et en lien justement avec ton travail sur l'attachement, comment tu te positionnes sur ce sujet de répondre à des besoins primaires, sachant que le tourisme n'en est pas un, et comment respecter les limites planétaires de manière démocratique, sachant que, par exemple, l'exemple des jets privés, bon, bah, si c'est le lien d'attachement, bon, voilà, moi, je me questionne sur ces méthodes-là parce que je trouve qu'on va pas assez vite sur certains sujets et que peut-être qu'une des limites, voilà, c'est que ça prend trop de temps, ce type de méthode. C'est pas de la critique, hein, c'est du questionnement. Il y a urgence, et ce que je disais tout à l'heure, la brutalité, elle sera d'autant plus grande si on n'anticipe pas davantage, quoi. Oui, tout à fait. Et le caractère démocratique ne sera pas au rendez-vous si on n'anticipe pas non plus, puisque si on agit dans l'urgence, c'est derrière non démocratique et brutal. Alors, le caractère de l'attachement, ce sont évidemment des attachements collectifs. Hein, donc, si on devait regarder en fait sur un territoire qui est attaché parce que, je sais pas moi, les gens sont attachés à leur jet et à la possibilité de se déplacer en jet, on verrait que c'est un tout petit attachement. C'est-à-dire que si ce serait pas vraiment représentatif, et là pour le coup justement cette question des inégalités ressortirait à plein. Donc il n'y a pas d'opposition de ce point de vue-là entre aller cartographier les attachements, parce que je pense que si on faisait une cartographie des attachements à l'échelle encore une fois d'un territoire,
celles et ceux qui pourraient dire bon bah moi je suis attaché au fait de pouvoir aller à Ibiza en jet ou aller voilà, faire du tourisme en jet seraient quand même pas très très nombreux et donc on verrait une toute petite case pour cet attachement-là et il y aurait bien d'autres problématiques dont qu'il faudrait prioriser. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de conflit entre une critique finalement de ces attachements très problématiques et qu'il faut effectivement pas maintenir à l'avenir, parce que si on parle de politique de sobriété, eh bien ça passe d'abord par une réduction des inégalités. Donc voilà, de ce point de vue-là, je suis très clair et j'ai pas du tout de souci à le poser, l'envisager. L'attachement là n'est pas une sorte de cache-sexe pour permettre finalement de prioriser les manières de vivre d'ultra riches. Hein. C'est pas du tout le cas et au contraire, il faut vraiment les relativiser. L'autre point qui est important, c'est que et les fermer en priorité. L'autre point qui est important, c'est que nous on parle pas de besoins essentiels, mais on parle encore une fois d'attachement. C'est important parce que dès lors qu'on parle de besoins essentiels, alors il y a besoins primaires, mais disons besoins essentiels, besoins naturels versus besoins artificiels, ou besoins particuliers versus besoins universels. En fait, on tombe dans une discussion, on va opposer le naturel artificiel, l'universel au particulier, et en général, ça donne des discussions qui sont mal engagées, parce que qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est artificiel? Est-ce qu'une personne qui est sous ventilateur, c'est pour survivre, c'est un besoin naturel ou un besoin artificiel? Je suis pas sûr que ce soit les bonnes catégories pour l'analyser. Et en plus, quand on regarde la littérature sur les besoins, c'était Gauthier-Roussy qui avait fait ça. On se rend compte, par exemple, si on cherche à identifier des besoins de base et qu'on regarde la pyramide de Maslow, l'ennuyeux, c'est qu'il n'y a pas de pyramide chez Maslow, par exemple. Donc, il y a plein d'élaborations à partir de ça, mais il faudrait aussi un petit peu les déconstruire parce qu'il y a pas mal de mythologie autour, on va dire, de ces éléments-là. Moi, je pense qu'il faut penser bien davantage en termes de milieu et se dire, en fait, il y a des dépendances qui sont des dépendances devenues vitales, à des choses qui, en soi, essentiellement, naturellement, ne le sont pas forcément, mais des gens, par exemple, qui aujourd'hui vivent d'un certain nombre d'activités et si ces activités disparaissaient, n'auraient pas forcément d'alternative, eh bien, sont très fortement attachés à ces réalités-là et il faut bien factoriser cet attachement. Et je parle ici, en l'occurrence, des gens qui vivent de ces activités. Donc, même dans l'exemple du jet, je regarderais moins la personne qui utilise le jet que éventuellement le mécano qui le répare, l'entretient, et de me poser la question de ce qui va devenir demain. J'avoue que l'utilisateur ou l'utilisatrice du jet, je pense, pourra se débrouiller par lui-même ou par elle-même à l'avenir. Donc, c'est plutôt de faire ça, en fait. Nos besoins, entre guillemets, dépendent des milieux dans lesquels nous nous insérons. Et donc, ça va être des besoins qui vont être très largement relatifs. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants, que les attachements sous-jacents ne sont pas profonds, voire vitaux, même si ça ne correspond pas à des besoins essentiels. Et dans tous les cas, il va falloir les déconstruire. Donc voilà, c'est ça aussi la difficulté, c'est qu'on ne peut pas revenir par-delà finalement la technosphère, par-delà les infrastructures qui sont les nôtres, à des besoins essentiels comme ça. D'abord, ce ne serait pas accepté, et ensuite, concrètement, ça ne se fait pas. C'est-à-dire, voilà. On peut vouloir le faire, mais ça ne va pas se faire. Donc il faut faire ce travail justement d'analyse, de cartographie. Mais encore une fois, c'est pas perdre du temps que faire ce travail, c'est en gagner. C'est ça le point. C'est-à-dire que si l'urgence nous dit on n'a pas le temps de le faire, il faut aller vers des mesures plus brutales, il faut aller faire des mesures moins démocratiques. Donc le problème, c'est un problème de démocratie. Moi, j'équivaut ici l'enquête et la démocratie, la capacité à enquêter justement sur nos attachements, à nous en défaire. C'est ça, je pense, la grande question du temps. Ben, ça n'est pas du temps perdu que d'enquêter là-dessus. C'est comme si on disait que la démocratie était incompatible avec l'urgence écologique, alors que la réalité, c'est exactement l'inverse. C'est pas d'avoir une réponse technocratique qui nous dit qu'en fait la démocratie prend trop de temps, donc il faut s'en passer. C'est de constater qu'il y a déjà des alertes sur les méga-bassines, sur l'avenir du ski, sur des grands projets inutiles, sur la qualité de l'air, et qu'en fait ces alertes de la société civile qui demandent déjà à opérer une autre trajectoire, donc des capacités finalement à s'emparer d'un certain nombre de questions pour apporter des réponses qui ne sont pas aujourd'hui apportées par la puissance publique, eh bien vont plus vite et plus loin justement que la dite puissance publique. Et ça, c'est un témoignage de démocratie. Donc de ce point de vue-là, la démocratie n'est pas en retard sur ces questions, mais en avance. Alors moi j'ai une question parce que ce que tu dis ça me parle beaucoup. Se défaire des attachements,
C'est très intéressant. On parle de démocratie. Tu as parlé de cohérence et le besoin de comprendre aussi comment chaque territoire fonctionne, etc. Est-ce que justement, pour pouvoir travailler collectivement autour de ces sujets qui sont extrêmement compliqués et qui touchent plein de secteurs d'activités différents, est-ce que la notion de sens est importante? Et si c'est le cas, comment justement rassembler autour du sens et redéfinir un sens commun? Alors c'est pas forcément une notion que nous on utilise, mais après, je pense tout à fait qu'on puisse y être justement attaché. Je dirais que, en tout cas, ce qui pourrait être un équivalent, si je traduis dans concept que nous on peut mobiliser, c'est la question en fait de l'évaluation, c'est-à-dire la question de ce à quoi on reconnaît une valeur. L'évaluation, pour le dire très vite, et sans rentrer dans le détail, c'est un terme proposé par un philosophe, John Dewey, et l'idée c'est que les choses n'ont pas une valeur de manière intrinsèque, mais qu'elles ont une valeur parce que les gens, progressivement, de manière continue, en fait, enquêtent sur la valeur à donner aux choses. Donc enquêtent sur la valeur qu'ils donnent et en même temps qu'ils reconnaissent dans les deux sens aux choses, en les goûtant, les appréhendant, les manipulant, etc., etc. Et donc toute la question finalement des attachements, c'est de comprendre ce qui a de la valeur pour nous, et donc derrière ce à quoi on est attaché. Et donc effectivement, arriver à délibérer autour de cette question de ce à quoi collectivement on reconnaît de la valeur en enquêtant, et on peut reconnaître de la valeur à quelque chose dont on comprend en même temps qu'il va falloir s'en détacher, et ce qui évidemment va avoir des conséquences très grandes sur la manière dont on va envisager de s'en détacher. Si c'est quelque chose à quoi on reconnaît une valeur, qui a de l'importance, etc., etc., mais on sait en même temps que ça n'est pas viable, eh bien, les modalités de détachement, de désattachement, de renoncement n'ont pas forcément être les mêmes que si on considère que c'est quelque chose qui était en fait problématique et dont on a eu raison de se débarrasser. Parce qu'après tout renoncement n'est pas douloureux. On peut aussi renoncer à des choses qui nous pèsent, qui sont pas très agréables, voire dont on comprend qu'elles sont tout à fait contre-productives. Donc oui, je dirais qu'à travers cette question de la valeur, de l'enquête aussi sur la valeur, ce que, voilà, on appelle l'évaluation, le fait de donner de la valeur à quelque chose, il y a très certainement quelque chose comme une sorte de sens commun qui peut tout à fait émerger. Et en fait, c'est ça qui se passe dans les enquêtes qui sont menées, parce que nous, on part du principe que les organisations, les territoires, des collectifs sont d'ores et déjà en fait confrontés à tous ces enjeux liés à l'anthropocène, d'arrêt d'activités à venir ou de remise en cause d'un certain nombre d'activités. Le tourisme peut en faire partie, mais on peut en imaginer d'autres. Et donc la question qui va se poser, c'est en quoi on est attaché à ces activités-là, qu'est-ce qu'on va envisager par la suite. Et en fait, on n'a pas attendu les chercheurs pour se poser ces questions-là. Il y a déjà des gens qui sont confrontés à ça, maintenant qu'ils peuvent l'être individuellement, peut-être collectivement parfois. Et donc tout le travail qu'on essaie de faire, c'est d'équiper ces personnes qui sont engagées dans ces enquêtes d'évaluation ou de dévaluation, puisqu'on va essayer aussi de se libérer d'un certain nombre de dépendances ou d'attachements, mais derrière pour reconstruire quelque chose, parce qu'il faut bien reconstruire des modes d'existence, des modes de subsistance qui soient viables pour l'avenir, et pas simplement d'en rester justement à cette question du renoncement, mais qui appelle en fait le coup d'après. Merci. Bah, écoute, moi, je trouve ça vraiment très intéressant et j'avais des questionnements parce que je ne suis pas non plus experte de ton sujet, mais tu as très bien répondu sur la valeur aussi, en fait, qu'on donne aux choses. Et moi, le discours que j'essaie de tenir, c'est parce que beaucoup de gens enferme le tourisme dans uniquement une valeur économique et financière. Et du coup, ce que je dis, c'est le développement du tourisme. Oui, mais à quel prix? Parce que sans habitants pour accueillir les visiteurs, bah, il n'y a pas de tourisme. Et sans richesse patrimoniale, bah, il n'y a pas de tourisme non plus. Donc, voilà, avec cette philosophie de la théorie du donut, avec ce plafond environnemental et ce plancher social, même si le plancher social est plus difficile sur la thématique du tourisme. Pour moi, l'équilibre, il est plutôt en termes de conciliation avec les parties prenantes. Moi, je voulais juste, j'ai noté une citation dans ton bouquin, Alexandre, que je trouve vraiment très parlante. Euh,
Une redirection qui ne craint pas d'appeler un chat, parler explicitement du renoncement, du démantèlement et de la fermeture pour envisager l'avenir autrement. Voilà, moi je trouve qu'il y a ce côté aussi d'assumer les choses. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est avec cette analyse de nos attachements à un bien ou un service, c'est d'accepter que ça peut être négatif pour pouvoir engager une redirection. Et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Et malgré beaucoup de concepts nouveaux, pluridisciplinaire aussi, hein. Il y a beaucoup de références aux travaux de Latour, mais aussi critiqués par rapport au lien avec le non-vivant et notamment la machine. Voilà, moi c'était une citation que j'ai trouvée parlante. Il faut assumer quoi. Il faut passer la seconde. Si je dois dire ça de manière plus vulgarisée, parce qu'aujourd'hui je trouve qu'on tombe dans un secteur du tourisme qui devient conformiste, qui devient élitiste avec les critères des classements qui ne font qu'augmenter, de plus en plus de Français qui ne partent pas en vacances par rapport à l'accès financier aux vacances, et puis toutes les conséquences environnementales de ce secteur avec les conflits d'usage. Là, il y a eu les méga bassines récemment à Sainte-Soline, mais il y a vu les golfs aussi. Voilà, avec, en plus, c'est avec ces notions d'arbitrage que tu as parlé en préambule. Voilà, voilà, c'était pas une question, c'était plus de rebondir comme ça à chaud, d'accepter que notre secteur peut être peut porter des effets négatifs, de les accepter, d'analyser notre attachement à ce qu'il y a derrière pour pouvoir engager une redirection. Et l'exemple que tu donnais tout à l'heure avec les jets était intéressant. C'est pas la personne qui bénéficie du jet qu'il faut écouter. L'attachement, c'est plutôt à la personne qui va travailler dans ce secteur-là, comment repenser son métier, et pas juste en termes oui, d'un besoin qui est secondaire, voire tertiaire, notamment par une toute petite partie de la population qui en plus va émettre énormément. Ce qui est intéressant par rapport au renoncement sur une éventuelle thématique du jet, du jet privé, c'est pas le bénéficiaire du jet, ça va être l'écosystème économique qu'il y a derrière, quoi. Exactement. Si je peux enchaîner sur ce que tu viens de dire, dans le cadre en l'occurrence du tourisme, ce que je trouve aussi particulièrement important en termes aussi d'attachement et attachement à des mémoires qui sont des mémoires passées, c'est la tentation aussi de dire à des gens, bon bah finalement, oui, regarde, le tourisme n'a plus d'avenir pour un certain nombre de raisons que tu as pu mentionner, ou un tourisme qui serait aujourd'hui un tourisme très élitiste, très inégalitaire, qui serait la seule manière pour le tourisme de survivre, ce ne sera pas non plus effectivement une bonne nouvelle ou une bonne perspective. Par contre, la tentation serait de dire aux gens, bon bah écoutez, c'est pas grave, de toute manière demain on a besoin de millions d'agriculteurs pour envisager l'avenir de la France, pour retrouver justement une forme de sécurité alimentaire. Voilà, il y a des projections là-dessus. Le plan de transformation de l'économie du Shift en parle. Voilà, on peut regarder un petit peu du côté de la prospective. Mais d'un autre côté, ce sont aussi des gens qui ont épousé les activités touristiques parce que, ayant des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, une mémoire de gens qui ont travaillé justement la terre, qui étaient éventuellement agriculteurs et qui ont choisi sciemment de ne pas faire ces métiers-là parce qu'ils connaissaient la difficulté qui était à l'époque attachée à ces métiers. Donc si aujourd'hui on vient voir ces gens-là en disant votre activité n'a plus d'avenir, mais c'est pas grave, renouer avec un passé qui pour eux est pas forcément si glorieux, bah, justement on touche aussi un certain nombre d'attachements et des choses extrêmement délicates en termes de mémoire, de projection dans l'avenir. Et c'est là aussi on a besoin de faire preuve de beaucoup de doigté et justement d'aller comprendre ce qui se joue pour éviter les réactions parce que bah, quand on est sur des transformations aussi importantes que celle-là, et l'exemple des Pays-Bas l'attestait, on peut avoir évidemment des réactions très vives et encore, moins on anticipe, plus les réactions sont vives. Donc tout ce travail-là, le faire dès maintenant pour désamorcer ces difficultés et ces réactions dans tous les sens du terme qui pourront éventuellement intervenir, c'est un travail, j'allais dire, de salubrité publique, si je puis m'exprimer ainsi. Moi, je trouve que tu as touché un point qui vraiment m'a interpellé, c'est les attachements, quoi. Je veux dire, c'est vrai que avant de renoncer, il faut comprendre quels sont les attachements, d'où ils viennent, etc. Et moi, je dirais que alors je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est le grand apprentissage de cette interview d'aujourd'hui, c'est justement identifier les attachements et ensuite comment se détacher pour s'attacher à autre chose. Et
pour moi, ça, c'est vraiment la grande leçon de cette interview. Ça m'a interpellé et peut-être que justement, ça pourra, une fois qu'on a identifié ça, éviter moins de contradictions, plus de cohérence dans nos décisions et puis aussi nous faciliter non seulement le renoncement, mais aussi l'action vers le renoncement qui est vachement important. Moi, en tout cas, je ressors de cette interview avec la banane. Et toi, Caro, tu as encore des questions? Non, moi j'ai toujours la banane de toute façon et puis pour le podcast expérientiel et surtout d'avoir cette opportunité de vulgariser et de faire connaître certains concepts issus de la recherche et de valoriser le travail de mes collègues. Donc je te remercie Alexandre d'avoir accepté cette invitation parce que moi je suis convaincue que tes travaux et voilà le concept de renoncement devrait être davantage connu de nos collègues du tourisme. Et je suis totalement d'accord avec toi, hein, François, sur en fait tous les questionnements que j'avais par rapport à ton travail, Alexandre. Bah en fait, avec justement cette analyse de l'attachement, bah en fait, c'est là que il y a moins de brutalité, qu'il y a un cadre démocratique et une anticipation. Euh, et ça permet moi je pose souvent la question auprès de mes proches, pourquoi tu pars à l'autre bout du monde en vacances, hein, sachant que tu y restes une semaine? Alors j'ai pas que voilà, hein, j'ai perdu quelques amis dans la bataille parce que je ne comprenais pas justement cette entre guillemets quête d'exotisme et comment on peut être aussi dépaysé quand on reste si peu longtemps dans un territoire sur lequel on n'a pas le temps d'être en immersion et que l'exotisme bah moi j'étais à Marseille en vacances la semaine dernière et bah c'était très exotique hein, pour une Bretonne Marseille donc voilà d'avoir tout ça et je trouve que vraiment de pouvoir dézoomer et de remettre en question notre secteur, pas remettre en question mais en tout cas se questionner sur l'avenir de notre secteur par rapport à l'attachement, je suis persuadée que ça va révéler et ça va faciliter l'arbitrage en tout cas. En tout cas, merci beaucoup Alexandre parce que c'est vraiment passionnant et j'ai hâte de continuer à échanger avec toi, de me familiariser aussi avec les méthodes d'enquête que vous pouvez proposer avec tes collègues parce que moi, si je peux rattacher l'idéologie, la méthodologie que vous proposez dans vos travaux, dans ma thèse, je pense que justement, ce qui me fait peur par rapport à la finalité de la thèse, que ce concept de tourisme équilibré soit démocratique, ben en fait, tu as répondu à beaucoup de mes questions. Donc, tu m'as fait gagner du temps dans ma thèse aussi, Alexandre. Donc, je te remercie énormément. Eh ben, avec grand Merci plaisir. beaucoup. Merci, merci Caroline, merci François pour cet échange et votre invitation. C'était un vrai plaisir, en tout cas de mon côté également. Bah écoute, on te souhaite une très bonne journée. On reste en contact. On va continuer, comme a dit Caroline, à suivre tes travaux. Et puis, on se retrouve prochainement pour un autre épisode sous l'œil des chercheurs. Vraiment, moi, je repars avec une sacrée banane, quoi. Donc, merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup, Caro. Avec grand plaisir. Bon, Alexandre, il faut savoir que François a toujours la banane et il la communique aussi. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.